Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mardi 13 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme ce matin. Bon appétit à ceux qui prennent actuellement leur petit déjeuner. Bon courage à celles et ceux qui prennent le chemin donc du travail. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Richard Pierre Williamson, secrétaire de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Vendée. L'association fête ses 30 ans cette année et organise d'ailleurs dans ce cadre un événement qui aura lieu à Moutier-les-Maufais samedi prochain. Nous avons donc parlé de cette manifestation, mais aussi de l'ensemble des missions menées par la LPO Vendée avec lui. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. La pénurie de médecins traitants inquiète de plus en plus dans le département où les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Pour y faire face, la communauté professionnelle territoriale de santé du Centre Vendée lance une liste d'attente en ligne. Objectif, aider les patients sans médecin à en trouver un plus facilement. Nous vous expliquerons comment cela fonctionne. L'association APF France Handicap lance une mobilisation nationale pour défendre l'accessibilité, l'égalité et la liberté. Une centaine de véhicules convergent vers Paris pour exiger l'application réelle de la loi de 2005 sur le handicap. En Vendée, Paul Texier et deux bénévoles ont pris la route pour porter cette revendication. Nous les avons rencontrés lors de leur départ. Au Sable d'Olonne, deux nouvelles girafes sont venues de Suède. On rejoint l'Ecozo. Nida et Magan viennent agrandir le groupe aux côtés de Madida, qui elle réside depuis 24 ans dans le zoo des Sables d'Olonne. Une arrivée qui s'inscrit dans un programme européen de préservation de l'espèce et à laquelle nous avons pu assister. Mais avant de développer cette actualité, on fait un point sur votre météo pour aujourd'hui. Avec, vous le voyez ce matin, beaucoup de grisailles et de pluie sur le département. Au niveau des températures, comptez 8 degrés dans les terres, 11 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les éclaircies se feront plus présentes sur la côte, mais les orages, eux, seront au rendez-vous dans les terres, avec 19 degrés donc dans les terres et 17 degrés sur le littoral vendéen. On fait le point maintenant sur les horaires de marée pour ce mardi 13 mai, avec donc une basse mer à midi, pleine mer tôt ce matin à 5h45, puis ensuite ce sera donc à 17h55, coefficient de 77 à 76. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas, donc entre midi et 2, comme on dit, avec donc au plus bas à midi 20, excusez-moi. Les marchés maintenant donc de ce mardi 13 mai, on retrouve celui de Talmont-Saint-Hilaire ce matin, c'est de 9h à 13h place du Perret. Vous avez également le marché de Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est en fin de journée à partir de 16h30 jusqu'à 20h place de la mairie, et le marché également des Lucs-sur-Boulogne, c'est de 8h30 à 13h place du Sénéchal. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier ce matin, si ce n'est les ralentissements habituels à l'heure donc de l'embauche. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler. Attention donc à des perturbations à l'entrée des Sables d'Olonne au niveau de l'hôpital avec les travaux de construction de l'Arena, la future grande salle sablaise de sport et de spectacle. Vous avez également des travaux sur la D763, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bellevigny. Lorsque vous arrivez donc à hauteur de Bellevigny en venant de La Roche-sur-Yon, les voies de circulation sont partiellement fermées. Prudence également sur la D32 entre Challans et la Dernache avec des travaux importants de réfection de la chaussée. Travaux également sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau au niveau de Bournezeau avec un basculement des voies de circulation en raison de travaux sur un ouvrage d'art. Et puis pour information, le centre-bourg de Beaurepaire est fermé à la circulation jusqu'en juillet prochain. Il est en plein réaménagement, mais les commerces restent ouverts et accessibles à pied. En ce mardi 13 mai, nous fêtons les Rolandes. Bonne fête à toutes. Et puis un petit mot d'histoire, c'était le 13 mai 1945. La résistante vendaine Odette Roux devenait maire des Sables d'Olonne. Elle devenait ainsi la première femme maire d'une ville sous-préfecture en France métropolitaine. Elle restera en fonction jusqu'en 1947, puis restera conseillère municipale jusqu'en 1959. Voici maintenant l'actualité du jour. Voici le journal.
C'est donc un sujet qui inquiète de plus en plus les Vendéens, avoir un médecin traitant. Le nombre de médecins généralistes ne cesse de diminuer dans le département avec des départs en retraite non remplacés. Alors les collectivités tentent de trouver des solutions et les professionnels de santé aussi. Ceux de la communauté professionnelle territoriale de santé du Centre Vendée viennent de lancer une liste d'attente dématérialisée afin de faciliter pour les patients la recherche d'un médecin. Alors concrètement, comment cette liste fonctionne et qui est concerné? Eh bien voici les explications de Mathis Pires. Et pour en parler, je suis avec Romain Bossis, médecin généraliste et aussi président de la CPTS Vendée, Centre Vendée. Vous avez mis en place une liste d'attente, mais comment ça marche ? L'idée, c'est que cette liste s'adresse aux patients qui sont en recherche d'un médecin généraliste, et notamment celles et ceux qui ont une pathologie chronique, qui sont en affection longue durée et qui ont besoin de pouvoir avoir un médecin traitant pour leur suivi. Donc ils peuvent s'inscrire sur cette liste qui est une liste numérique, soit seul, soit avec l'aide d'un proche ou d'un professionnel de santé. Et ensuite, les cabinets de proximité qui pourront accueillir de temps en temps quelques patients pourront aller piocher, entre guillemets, dans cette liste et puis permettre aux gens de retrouver un médecin généraliste. Mais quels sont les objectifs de cette action? Parce qu'on comprend bien, c'est dans un contexte où c'est de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant. Donc quels sont les objectifs concrets? L'objectif, c'est d'abord de simplifier la vie des patients qui aujourd'hui sont obligés de courir de cabinet en cabinet pour s'inscrire sur plusieurs listes d'attente sans avoir espoir qu'ils seront recontactés un jour. Donc l'idée, c'est d'unifier, d'harmoniser cette liste. L'autre aspect, c'est de libérer du temps pour les cabinets médicaux et notamment pour les secrétaires médicales qui passent beaucoup de temps à dire non aux patients alors que ça pourrait être délégué justement vers cette liste commune. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir une veille en temps réel sur les besoins de soins du territoire et puis de prioriser les patients qui en ont le plus besoin. Et je vous le disais, ceux qui sont en affection longue durée ou ceux qui ont une pathologie chronique et qui ont besoin de voir un médecin régulièrement. Et donc cela concerne les 180 000 personnes et habitants concernés par la CPTS Centre Vendée. Pour rappel, 15% d'entre eux n'auraient pas de médecin traitant. Un autre système similaire a aussi été mis en place par la CPTS du Haut-Bocage. Et si vous rencontrez des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin généraliste, voici quelques conseils des professionnels de santé. D'abord, demandez conseil justement à un autre professionnel de santé, un pharmacien ou infirmier. Appelez un cabinet médical de proximité ou sinon le 116 117. Un médecin régulateur pourra alors vous répondre et vous orienter si nécessaire vers une consultation médicale de dépannage. Et parmi les solutions mises en place par les collectivités locales pour attirer de nouveaux médecins, leur faciliter l'accès au logement. C'est ce que fait la ville des Sables-d'Olonne qui vient de réaliser la construction de 2 nouvelles maisons dédiées aux médecins et aux jeunes internes. La gestion de la location est ensuite confiée au centre hospitalier Côte de Lumière qui prend une partie du coût à sa charge. Ici, c'est un levier supplémentaire à l'attractivité médicale sablaise. On a des logements qui sont destinés aux internes, qui sont une sorte de colocation. Et ici, on vient répondre aux besoins de l'hôpital des Sables-d'Olonne, qui a besoin d'accueillir plus de médecins, loger des remplaçants, loger aussi des internes, parce qu'on a de plus en plus d'internes à l'hôpital des Sables-d'Olonne. Et on a également des médecins intérimaires ou des médecins plutôt qui veulent s'installer dans la durée. Et quand on est médecin aujourd'hui, on a le choix on a l'embarras du choix, on peut s'installer partout en France. Donc si on veut qu'ils choisissent les Sables-d'Olonne, eh bien le logement, c'est un levier supplémentaire. On les accompagne pour des places en crèche pour les enfants, on essaye de faire au mieux, du travail des conjoints. Et bien ici, c'est le cas, on a un médecin interniste qui va être un médecin supplémentaire à l'hôpital des Sables, qui va arriver dans quelques semaines et qui sera hébergé ici. L'association APF France Handicap a lancé une mobilisation nationale pour la liberté, l'égalité et l'accessibilité pour tous. D'ici à jeudi, une centaine de véhicules avec à leur bord des membres de l'association vont converger de toute la France vers Paris et la place de la République. Ils réclament notamment que la loi de 2005 garantissant l'accessibilité, l'école pour tous et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap soit enfin appliquée, notamment par les collectivités locales. En Vendée, Paul Texier, représentant de l'association APF France Handicap, a donc pris la route en direction de Paris, accompagné par 2 bénévoles.
les gens n'osent pas s'approcher, ont encore cette impression qu'une personne en situation de handicap, c'est quelque chose qui saute comme la grippe qui sauterait d'une personne à une autre. Et donc, par définition, les gens ne viennent pas forcément naturellement vers la personne en situation de handicap. Heureusement, on trouve beaucoup de bénévoles dans nos associations pour venir nous aider, mais il n'empêche que pour l'ensemble de la société, on est quand même des gens différents et la société a encore du mal à nous inclure complètement dans ses projets et dans sa façon de voir les choses. À Luçon, l'ancien collège Bossir est désormais l'école primaire Émile Bossir. 3000 mètres carrés ont été réhabilités afin d'accueillir prochainement 176 élèves. Cette nouvelle école maternelle et primaire ouvrira ses portes le 24 février prochain. Un projet dont le coût s'élève à 2,3 millions d'euros porté par la ville de Luçon, le conseil départemental et l'État. La structure comprend notamment une grande cour végétalisée conçue comme un véritable espace d'évolution adapté aux besoins des enfants. L'aménagement qui a été mis en place, ça a été en premier lieu la cour Oasis, qui est pour nous un aménagement tout nouveau, naturel, pour un îlot de fraîcheur en fait, pour que l'espace au niveau des enfants soit plus agréable. Et puis ensuite a été concentré sur les classes parce que c'est un ancien collège et il a fallu réhabiliter tout l'ensemble pour une école maternelle, enfin maternelle et l'élémentaire. Donc il y a 3 classes de maternelle au rez-de-chaussée et le premier étage est consacré aux classes élémentaires. Et un dispositif Ulysse qui accueille actuellement 12 élèves et qui sont également répartis dans les autres classes. Nous retournons au Sable d'Olonne où 2 nouvelles girafes viennent d'arriver en provenance d'un parc animalier suédois. Elles sont arrivées vendredi dernier. Nida et Magan, ce sont leurs noms, ont donc rejoint Madida, girafe sablaise depuis 24 ans. Ces 2 arrivées rentrent dans le cadre d'un projet européen d'élevage de girafes qui a pour but de préserver l'espèce. Mathis Pires est allé à la rencontre de ces 2 nouvelles sablaises. Les premiers pas dans leur nouvelle maison. Elles sont à présent 3 girafes réunies. Nida et Magan ont 2 et 3 ans et après 3 jours de voyage en provenance de Suède, il est temps pour elles de s'acclimater à leur nouvel enclos. Maintenant, elles vont vivre dans un enclos qui est constitué d'un enclos intérieur et un enclos extérieur. L'enclos intérieur, il y a 2 grandes loges. Il y a une loge pour Majida, notre vieille femelle, et puis une autre loge pour les 2 petites jeunes. C'est dans cette remorque de plus de 4 mètres de hauteur qu'elles ont voyagé pendant près de 72 heures. Dès leur arrivée, déjà très curieuses, ces 2 femelles ne sont pas vouées à être reproduites. L'objectif, préserver l'espèce. Nous avons fait le choix d'être zoo-refuge pour cette espèce parce qu'il y avait une nécessité pour qu'un jour on puisse réintroduire les animaux. Donc pour pouvoir un jour les réintroduire, il faut impérativement gérer la génétique de la population. Et pour se familiariser à leur nouvel habitat, le zoo de Kolmarden en Suède, lieu de naissance des girafes, a fourni une partie de leur alimentation. Là-bas, elles ont un mélange de foin de luzerne broyé avec quelques petits granulés. On les observe ici. Donc elles ont ce mélange-là. Peu à peu, donc, nous allons faire la transition, c'est-à-dire leur donner ce qu'elles mangeaient au zoo de Kolmarden en Suède, mélanger peu à peu avec notre nourriture, jusqu'à temps qu'elles puissent accepter notre nourriture entièrement. Après avoir fait connaissance pendant une journée avec leur colocataire Majida, 24 ans, le public peut à présent découvrir ces 2 jeunes girafes tous les jours de 9h30 à 19h. Nous retournons à Luçon où la seconde édition du Printemps des métiers d'art se tenait le week-end dernier dans le cloître de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Cette manifestation était destinée exclusivement aux artisans d'art avec pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les créations de ce secteur, mais aussi de valoriser les artistes et de susciter, pourquoi pas, des vocations. Il faut conserver quand même cette tradition, hein. Ce sont des fois des métiers qui existent depuis des millénaires, hein. Le verre, la céramique. On voit l'évolution à travers le temps, à travers les différents matériaux qui peuvent évoluer aussi. Et il faut transmettre ça. C'est quelque chose qui intéresse, visiblement. On aime bien avoir du beau, c'est de l'unique.
parce que la matière étant ce qu'elle est, même si le modèle est le même, à la cuisson, à la peinture, ça réagit différemment. Voici un monde qui rassemble petits et grands, celui des engins radiocommandés avérés. L'association TPRC, véhicule de chantier radiocommandé, organisé une exposition samedi dernier. Dans une salle, ils ont reproduit un véritable monde miniature avec ces différents chantiers de construction plus vrais que nature. Une belle mise en valeur du travail de ces passionnés. Ce qu'on fabrique, on les fabrique en 3D. Donc on achète des fichiers, il y a des plans dedans. Et on imprime nos pièces, on installe l'électronique dedans, on installe nos radios et après on les met en route. Et après à côté de ça, les camions par contre c'est des maquettes qu'on achète qui sont démontées, donc il faut tout assembler, tout peindre, tout installer dedans. Et après il y a des machines qu'on peut acheter toutes prêtes sur les grosses pour qu'on ait des bonnes machines en métal comme les chargeuses qui pèsent 22 kg ou les bulles qui montent, là on en a un qui monte jusqu'à 35 kg. Il est temps de regarder ensemble votre météo de la matinée maintenant. C'est à nouveau un ciel chargé en nuages ce matin avec des averses attendues notamment sur le littoral. Le vent vient du sud et souffle entre 15 et 20 km/h. Au niveau des températures, comptez 8 degrés à Montée-du-Vendée et La Roche-sur-Yon, 9 à la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, 10 degrés à Beauvoir-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer, 12 au Sables-d'Olonne et 13 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info ce matin, nous parlons des trophées de France 2030. Lancé en octobre 2021, le plan d'investissement France 2030 a pour objectif de soutenir financièrement les entreprises qui cherchent à limiter leur impact environnemental tout en prônant l'innovation. Un fonds de 54 milliards d'euros a été débloqué à l'échelle nationale et en Vendée, 49 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier de ce plan pour un montant total de subventions d'un peu plus de 46 millions d'euros. Parmi elles, le projet Sepia qui vous est donc présenté dans ce plus de l'info. Alors notre projet du nom de Sepia est un projet qui consiste à intégrer de l'intelligence artificielle pour venir caractériser ce qu'est une belle huître, c'est-à-dire mesurer de la couleur, la forme en 3D. Et donc l'objectif est de définir ce qu'est une belle huître pour nous aider dans notre choix de sélection génétique pour amener l'huître la plus belle possible chez nos clients qui sont les producteurs d'huîtres. Nous, on leur fournit du naissin d'huître, donc des petites huîtres, et on tient à leur fournir le meilleur patrimoine génétique pour qu'ils puissent faire une belle huître pour le plateau de fruits de mer à la fin. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, c'est en plus un projet collaboratif qui intègre d'autres éleveurs et notamment des éleveurs de poissons, et on s'est mis ensemble avec notre syndicat de sélectionneurs qui est le CISAF pour développer une machine qui soit multifonction et avec quelques options différentes puisse traiter à la fois du poisson et des huîtres. Donc c'est un challenge. Le projet est en cours, les premiers tests vont se faire en 2025. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau, d'innovant. Et puis on a une vision à plus long terme aussi. C'est que si on arrive à faire ça pour notre sélection, on pense aussi pouvoir alléger la charge de travail de nos opérateurs au quotidien. En fait, ça intègre tout, c'est-à-dire que dans ce financement, il y a à la fois l'investissement en matériel, mais il y a aussi la prise en charge de la masse salariale qui va travailler sur ce projet. Donc c'est aussi ça qui est appréciable, c'est-à-dire que c'est pas simplement une aide financière pour de l'investissement, ça prend aussi en charge tous les efforts de développement et le temps qu'on passe sur ce projet. Sabo est un projet collectif, c'est un projet qui représente quand même une somme d'argent assez importante. Et individuellement, on n'aurait pas pu se lancer dans ce projet seul, sur nos fonds propres. Et donc cette aide est la bienvenue, évidemment. Nous, on est aidés à hauteur de 40% de nos engagements financiers. En permanence, on va avoir
3 personnes vraiment focus sur le projet. Et à certains moments, quand on va faire ces campagnes de mesurage et d'apprentissage pour la machine, là, on va être entre 8 et 10 personnes à faire les chantiers, faire le mesurage pour indiquer à la machine et vérifier si la machine, elle répond bien et elle donne bien les bonnes valeurs. Et corriger au fur et à mesure, c'est le principe de l'intelligence artificielle, c'est de lui apprendre et qu'elle devienne de plus en plus performante. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré donc à ces trophées France 2030 et à ce projet Sepia porté par l'entreprise vendéenne France Naissain. Comme tous les mardis, on parle maintenant de jardinage. Et ce matin, dans Matin Jardin, c'est une histoire de jardin. Olivier nous explique les jardins à la française. Je vous propose d'évoquer pour cette histoire de jardin, les jardins à la française. Les jardins à la française, c'est une expression qui devrait être réservée à des jardins fondés sur la perspective longue, certes, mais conçus à partir de 1870 jusqu'aux années 1920-1930. C'est une réinterprétation des jardins réguliers classiques à la le nôtre, pour faire simple. Pourquoi un regain des jardins à la française à la fin du 19e siècle? Nous sommes dans un contexte d'exacerbation des nationalismes à l'issue de la guerre entre la France et la Prusse, 1870-1871. Et les propriétaires puisent dans l'histoire nationale, dans le bon goût français, une certaine inspiration. Les propriétaires veulent aussi réaménager le lien entre l'architecture et les abords et se distinguer de ces grands parcs paysagers qui ont pullulé au XIXe siècle. Les jardins à la française sont relativement rares en province et en Vendée, il n'y en aurait peut-être qu'un. C'est le Bois Corbeau à Saint-Hilaire-de-Loulay où, d'après cette carte postale du début du XXe siècle, on peut voir une perspective ralentie, imaginée et mise en œuvre avec un parterre un peu savant qui crée une illusion d'optique qui rapproche visuellement les lointains de l'observateur. Et voici donc pour cette histoire des jardins à la française. Il est temps de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est l'émission Dans le rétro que vous retrouvez aujourd'hui sur TV Vendée. Romain Trichereau vous raconte donc dans ce numéro l'histoire de la Vendéenne Colette Lebret, médecin mais surtout alpiniste. Aujourd'hui, notre chronique nous emmène au cœur du XXe siècle, à la rencontre d'une femme que la Vendée n'a pas oubliée, Colette Lebret, médecin, alpiniste et héroïne, malgré elle. Née à Châlons le 5 avril 1920, elle grandit dans un environnement où rigueur, curiosité et dépassement de soi forment un socle solide. Elle choisit une voie peu commune pour une femme de son époque, la médecine. Elle orientera même sa carrière vers la médecine sportive. Mais sportive accomplie, c'est une autre passion, parallèle à sa vocation médicale, qui va projeter son nom sur les cimes de l'histoire, l'alpinisme. Dans les années 1950, Colette gravit sommet après sommet, notamment dans les Alpes, et intègre des cercles d'alpinistes reconnus. En 1959, elle participe à une expédition exclusivement féminine dans l'Himalaya, menée par la célèbre alpiniste Claude Cogan. L'objectif, l'ascension du Cho Oyu, le 6e plus haut sommet du monde, culminant à plus de 8000 mètres quand même. Une première dans l'histoire de l'alpinisme féminin qui réunit des femmes de plusieurs nationalités, prêtes à défier les hauteurs himalayennes. Colette Lebret y participe en tant que médecin, bien sûr, mais aussi comme grimpeuse expérimentée. Sur place, l'équipe fait face à l'extrême, l'altitude, le froid, le vent, la fatigue. Mais l'ambition est intacte, portée par une énergie collective, débordante et inédite. Hélas, à 7100 mètres d'altitude, le destin bascule. Une avalanche meurtrière emporte Claude Cogan, Claudine van der Straten-Pontoz, une alpiniste belge et un jeune Sherpa.
Et voici donc pour cet extrait, et donc vous retrouvez ce numéro de Dans le rétro aujourd'hui sur TV Vendée. On revient rapidement sur les titres de l'actualité développés ensemble ce matin. Nous sommes revenus sur les solutions mises en place par la CPTS Centre Vendée, la communauté professionnelle territoriale de santé du Centre Vendée, pour pallier au manque de médecins. Elle vient de lancer une liste d'attente en ligne. Objectif, aider les patients sans médecin à en trouver un plus facilement. L'APF France Handicap lance donc une mobilisation nationale cette semaine pour défendre l'accessibilité, l'égalité et la liberté. Une centaine de véhicules convergent actuellement vers Paris pour exiger l'application réelle de la loi de 2005 sur le handicap. Le représentant vendéen de l'association, Paul Texier, a donc pris la route. Nous l'avons rencontré avant son départ. Et puis nous avons également fait connaissance avec deux nouvelles girafes venues donc de Suède pour et qui ont rejoint l'éco-zoo des Sables d'Olonne, Nida et Magan. Et pour rappel, il peut y avoir des perturbations aujourd'hui dans les services publics puisqu'un appel à la grève a été lancé donc pour ce 13 mai et des manifestations sont également prévues notamment du côté de La Roche-sur-Yon. On passe rapidement au jeu de la matinale avec donc à gagner cette semaine un pack famille de 4 places pour le chemin de fer de la Vendée. Et voici la question de la semaine. À votre avis, où sommes-nous? Tout simplement, quel est donc cet endroit que vous avez actuellement à l'image? Et voici l'indice du jour. Ce concept est unique dans la région et très rare en France. Je répète, c'est un concept unique dans la région et très rare en France. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr et je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h et je vous souhaite de passer une excellente journée.